1956, lorsque Minsky et McCarthy lançaient leur programme de recherche sur l'intelligence artificielle, imaginaient-ils contribuer à réaliser un idéal aussi ancien que la mémoire elle-même ? Dans la mythologie grecque, Mnémosyne, déesse de la mémoire et mère des muses, ne transmettait pas à ses filles des encyclopédies. Elle leur conférait la faculté de transformer ce dont elles se souvenaient en quelque chose de nouveau, d'utile, de beau. Cet idéal est longtemps resté du domaine du mythe, puis vinrent les ingénieurs de l'intelligence artificielle. Désormais, les étudiants ont dans leur poche non pas l'équivalent de 100 millions de livres, mais la mémoire de 100 millions de livres. Une mémoire capable, à l'image de Mnémosyne, d'engendrer des choses nouvelles, du contenu qu'aucun humain n'a jamais produit. À la manière d'Aladin frottant sa lampe pour interroger son génie, sans la limite des 3 vœux, les étudiants ont désormais accès à cette mémoire créatrice de façon illimitée. Quelles conséquences cela entraîne-t-il pour les pratiques d'éducation médicale ? Comment former nos étudiants à un usage éclairé de ces outils ? Quel niveau de profondeur technique est nécessaire pour développer chez les futurs professionnels de la santé une véritable capacité d'usage critique de l'intelligence artificielle ? Où placer le curseur entre vulgarisation accessible, rigueur conceptuelle, réflexion éthique et compétences pratiques dans des programmes déjà saturés ? Pour discuter de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir François Raté. Bonjour François. Bonjour. François est médecin d'urgence et vice-doyen aux affaires pédagogiques et à l'apprentissage à vie à la faculté de médecine, ainsi qu'Alexandre Lepage. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre est professeur adjoint au département d'innovation en éducation médicale. Bienvenue pour le premier épisode des Balados du Diem, le balado qui discute d'innovation en éducation médicale. Je suis Alban da Silva, chargé d'enseignement en médecine. Alors, si je vous ai invité pour lancer ce qui sera, j'espère, le début d'une longue série de balados, ce n'est pas par hasard. Nous collaborons en effet tous les 3 au département en innovation en éducation médicale autour de projets liés au numérique et à l'intelligence artificielle et autour d'un nouveau cours que nous avons baptisé « Culture numérique en sciences de la santé » dont nous allons parler dans ce balado. Alors, pour commencer, je vous propose de vous présenter un peu plus en détail et peut-être me parler de la façon dont on est votre intérêt pour le numérique et l'intelligence artificielle en général dans votre parcours personnel et en enseignement et en recherche. Je vais commencer. Oui, François. Oui. Commence. Alban, je te félicite pour ton introduction. La fable que tu nous as racontée est magnifique. Là. J'en suis tout ému. Mon intérêt pour le numérique, je pense que c'est pas mal venu de mon enseignement. J'ai toujours voulu innover en enseignement, puis je me suis intéressé à tous les outils qui pouvaient être mis à ma disposition pour améliorer mes cours. Puis je pense que c'est de là, de cet intérêt-là pour les nouvelles technologies qu'est né mon intérêt pour le numérique, je te dirais. Il y a l'intérêt, puis il y a l'obligation aussi. Là, on a certaines obligations aussi là, dans notre travail, que ce soit professionnel ou travail aussi là, comme médecin, comme professeur, d'avoir à apprivoiser des outils numériques. Est-ce que je les comprends parfaitement tous? Peut-être pas. L'intelligence artificielle, c'est une technologie auquel il faut s'intéresser parce qu'elle va provoquer des bouleversements importants dans nos vies, mais aussi, surtout, dans nos métiers, dans nos pratiques professionnelles. On voit arriver en santé là, un gros virage numérique là, qui génère quand même certaines préoccupations, là, puis je ne le dis pas dans un sens négatif, là, je pense qu'on est dû pour avoir une réforme dans nos outils numériques parce que les outils qu'on utilise actuellement sont complètement désuets là, depuis des années et qui ont décrit cette situation-là. Donc, on voit arriver pour la plupart des praticiens favorablement cette transformation-là vers le numérique, mais aussi avec certaines craintes, puis ça va vite. L'IA, c'est un peu préoccupant, c'est bouleversant. Puis, quand j'ai pris mon rôle de vice-doyen en juillet dernier, en fait, je l'ai su à peu près à pareille date l'année passée, là, autour du mois d'avril. Puis, notre doyenne m'a confié qu'elle désirait prendre le virage numérique aussi, que notre université, que notre faculté, en fait, là, s'engage dans ce courant-là. Elle m'a dit qu'il faudrait prendre le train. Puis, idéalement, on aimerait ne pas être dans le dernier wagon. Alors,
c'est un peu une mission qui m'est confiée. Donc, depuis ce temps-là, là, j'arrête pas là, de lire sur ces sujets-là, d'assister à toutes sortes de présentations. Puis, j'avoue que d'avoir fréquenté des cerveaux comme vous, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup à augmenter là, ma littératie numérique qui a fait un bond prodigieux en un an. Fait que je vous en remercie. Puis, je suis vraiment content d'être ici avec vous pour parler de ces enjeux-là. Merci François pour cette intro. Je passe la parole à Alexandre. Oui, merci Alban. Ça me fait aussi plaisir là, d'être avec vous deux aujourd'hui. Pour ma part, mon intérêt pour l'intelligence artificielle, je commencerai en disant que j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'adoption de l'intelligence artificielle par les enseignants, les enseignantes du postsecondaire, donc dans les cégeps, les universités. Thèse que j'avais commencée en 2020. Donc, c'était avant la vague de l'IA générative, avant la sortie de ChatGPT et des autres. Et puis, ça a quand même changé mon parcours de thèse beaucoup parce qu'en 2020 encore, on parlait d'IA en éducation. Ça faisait longtemps quand même que le domaine existait, mais c'était une petite niche de recherche. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressaient à ça. Il y avait un colloque d'IA en éducation depuis, je pense, 1989. Puis, ils avaient de la misère à avoir des soumissions. En tout cas, c'était toujours les mêmes personnes, une petite communauté. Puis finalement, c'est devenu assez rapidement, pendant même mon parcours de thèse, quelque chose dont tout le monde parlait avec des usages vraiment réels, là. Les tuteurs intelligents, on en parlait depuis les années 80, puis là, soudainement, c'était possible, on y avait vraiment accès, puis la philosophie qui était déjà réfléchie depuis longtemps pouvait se matérialiser. Fait que, pour l'intelligence artificielle, moi, c'est de là que mon intérêt vient. Après, pour le numérique en tant que tel, moi, j'ai un parcours en sciences de l'éducation, mais avant ça, j'ai travaillé en informatique. D'abord, c'est des choses que j'avais apprises par moi-même là, à l'adolescence. Je développais des sites web, je faisais de la programmation. Puis même, si je recule en arrière, je me souviens, je suis né en 91. En 95, on avait un ordinateur avec Windows 95. Internet est arrivé, on faisait partie des foyers dans lesquels le numérique est rentré très rapidement. Et donc, ça fait en sorte que j'ai un petit peu baigné dans ça, puis peut-être aussi là, par ma famille, mais il y avait cet intérêt-là de comprendre comment ça fonctionne. Mon père est ingénieur, bon, puis ça m'a été transmis quand même. Fait que, pour moi, le numérique, c'est vraiment quelque chose de naturel, je dirais. Ça a toujours fait partie de ma vie, puis voilà, ça me suit encore aujourd'hui dans le cadre de mon travail. Très intéressant. François? Alba, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu t'intéresses au numérique? Moi, je m'y intéresse beaucoup, mais François, tu nous as pas parlé parce que tu vois, on est... Alexandre vient de donner son âge indirectement en nous donnant sa date de naissance. Et donc, on n'est pas tout à fait de la même génération. Puis, on parlera dans le prochain balado des écarts intergénérationnels par rapport au numérique. Je suis content d'un certain écart générationnel entre moi et Alexandre. Là, moi, je suis rentré en médecine 2 ans après sa naissance, là, pour te situer. Puis, j'ai fait un bac puis une maîtrise avant, mais c'est pas grave. Mon cœur, mon esprit est resté jeune. Mais le numérique, quand tu as parlé de la dimension professionnelle, mais la dimension personnelle, est-ce qu'à l'école, est-ce que c'était quelque chose qui est arrivé en éducation au Québec? Parce que moi, je suis français et puis c'est arrivé dans les années 80, mais j'ai l'impression que c'est arrivé peut-être un peu plus tard ici au Québec. Est-ce que je me trompe? Mes premiers ordinateurs, vraiment... je te dirais que quand j'ai fait mon parcours de maîtrise, je te dirais que là, j'ai quand même... c'était quand même des outils qu'on utilisait là, de façon quotidienne. Fait que là, je remonte quand même au début des années 90, un petit peu avant aussi, là. Fait que je me suis mis à utiliser, je pourrais dire à ce moment-là, pas mal là, pour principalement là, mon parcours d'étudiant, là, la fin de mon parcours étudiant. Puis, je parle de mon parcours de maîtrise. Puis après ça, ces outils-là ont continué à se développer. Puis j'ai continué à les utiliser. Là. Mais comme je te disais tantôt, sans avoir une fine compréhension, je les utilisais comme outils. Là, mais je n'en avais pas une fine compréhension. Je n'ai jamais bénéficié d'un enseignement sur la question. Mais moi, j'aimerais ça savoir, toi, Alban, tu t'es pas présenté, là, ton parcours? Non, c'est vrai, je ne me suis pas présenté. Vous êtes mes invités et je suis l'animateur. Moi, j'ai un rapport au numérique qui a démarré assez tôt quand même. Dans les années 80, en France, on avait les programmes les programmes d'enseignement d'un déplacement de la tortue. Je ne sais pas si vous avez connu ça, le logo tortue. J'ai appris le basic sur TO770. Donc, je suis quand même... Après, j'ai eu un parcours en sciences fondamentales. Donc, j'ai appris la programmation des années 90 en ADA, en Turbo Pascal.
Et j'ai fait une école d'ingénieur en aéronautique, donc là, c'était quand même un enseignement que j'avais tout le temps. Donc, j'ai connu les débuts d'Internet en 95. Donc, c'est quelque chose dans lequel j'ai quand même baigné depuis longtemps. Puis après, bon, je me suis vraiment concentré sur les maths fondamentales, donc j'ai un peu écarté ça. Mais je suis revenu quand même à l'intelligence artificielle pendant ma thèse parce que j'avais créé un modèle et puis on m'a dit, mais il faut absolument que tu mettes ça dans un modèle d'intelligence artificielle, ça va t'apporter beaucoup. Finalement, ça n'a rien donné, mais c'est ça. À partir de 2016-2017, je me suis vraiment intéressé à ce que pouvaient produire les modèles d'intelligence artificielle. On ne parlait pas encore d'IA générative à cette époque-là. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et puis, mon parcours s'est rattaché finalement au sens social pendant ma thèse. Et donc, du coup, maintenant, j'ai un regard plus sens social sur le numérique. Et je pense que c'est ça qui fait que le cours qu'on monte actuellement, on a des expertises et des regards sur le numérique assez différents, ce qui fait qu'on forme une bonne équipe, je pense. Je parlais d'écart intergénérationnel parce qu'on a tendance à croire que les digital natives, les gens qui sont nés avec Internet, justement, ont une habilité plus facile à comprendre. Alors, utiliser le numérique peut-être, le comprendre, voilà, ça c'est une autre discussion. Et ça m'amène à la deuxième question, c'est, alors, je voudrais vous entendre sur l'IA numérique, dont on vient de parler. Est-ce que ça devrait faire l'objet d'un enseignement aujourd'hui? Et puis, si ça doit faire l'objet d'un enseignement, ce dont on est tous à peu près convaincus ici, c'est quelle spécificité on y voit pour le secteur de la santé? En fait, tu parlais de... Moi, je peux quand je regarde mes enfants, puis je les regarde se servir des outils numériques, je constate que pour des outils comme du traitement de texte, comme Word, Excel, PowerPoint, ces choses-là, ils sont vraiment pas meilleurs que moi, là. Je les excède et de beaucoup, là. Fait que sur un ordinateur, je les surpasse. Par contre, quand ils ont leur cellulaire en main puis qu'ils communiquent via les réseaux sociaux, ils ont une façon, en fait, de se documenter qui est complètement différente de la mienne. Et dont je ne comprends pas les subtilités. Fait qu'ils sont en avance beaucoup sur moi par rapport à ces choses-là. Puis ces étudiants-là, maintenant qui ont l'âge de mes enfants, c'est des étudiants que j'ai dans mon... c'est à ces étudiants-là que j'enseigne, puis ces étudiants-là qu'on a maintenant dans les hôpitaux. Fait que je pense que de revenir à la base, puis de discuter un peu là, des outils qui sont entre leurs mains depuis longtemps, puis des usages qu'ils en font, je pense que c'est une bonne chose de pas seulement leur parler d'intelligence artificielle, mais de leur parler aussi des outils qui font maintenant partie de leur quotidien, puis avec lesquels ils ont été élevés, mais dont il manque peut-être certaines connaissances, là. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, là? Bien, en fait, oui, de revenir à la compréhension du fonctionnement, je pense que c'est super intéressant parce qu'il y a une distinction très importante entre l'utilisation qu'on fait puis le fonctionnement d'un outil. Puis avec la sophistication, surtout là, on parle d'intelligence artificielle, avec la sophistication des outils, le fonctionnement est de plus en plus opaque. C'est pas parce que c'est simple à utiliser que c'est plus simple à concevoir ou à faire fonctionner. Puis, un utilisateur qui est très bon pour faire des tâches données là, avec un appareil, avec un téléphone ou peu importe, pour questionner l'intelligence artificielle, bien, cette personne-là, si elle n'a pas une compréhension minimale de comment ça fonctionne derrière, elle peut être déroutée assez facilement par un petit changement dans l'interface, dans le fonctionnement. Pourquoi le modèle de langage, soudainement, ça fonctionnait hier, puis aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Pourquoi ça ne me donne pas le même résultat, par exemple? C'est un peu, on le voit avec les technos en général. Moi, je viens du domaine de la technologie éducative, là, plus spécifiquement. Mais des utilisateurs qui n'ont pas une culture de base du numérique, puis je ne le dis pas de manière négative, là, on a tous de différentes spécialités. Des gens qui n'ont pas une culture numérique du fonctionnement vont avoir tendance à avoir besoin de beaucoup d'accompagnement pour le moindre changement qui intervient. Alors qu'un utilisateur qui a une compréhension critique du fonctionnement va être capable lui-même d'apprendre plein de nouvelles choses, d'apprendre à utiliser de nouveaux outils, de s'intégrer dans de nouveaux environnements avec beaucoup moins d'enjeux. Puis ça, je le vois dans le secteur de la santé aussi. Je vois la même chose. Des gens pour qui, par exemple, on a affaire à un nouveau procédurier à chaque fois qu'il y a un changement minime là, dans une plateforme ou peu importe, bien, il faut aller accompagner ces utilisateurs-là. Il ne faut pas les laisser de côté. Mais c'est des choses qui, dans le futur, en intégrant une plus grande culture numérique, bien, ces gens-là pourraient être plus autonomes dans l'appropriation de nouveaux outils puis dans le développement de nouvelles pratiques aussi. Très intéressant. Par rapport aux outils qu'on va utiliser en enseignement, je pense que c'est important aussi. En fait,
quand on parlait de où mettre le curseur, les étudiants réclament, en fait, là, de la part de leurs enseignants ou des organisations universitaires de savoir, il est où le curseur? Est-ce que je peux utiliser ces technologies-là? Qu'est-ce que je peux utiliser? Qu'est-ce qui est sécuritaire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Où je peux me mettre en danger parce que, on a tendance à penser que les étudiants sont un peu paresseux puis ils vont utiliser des outils pour avoir des réponses sans avoir à chercher puis à faire le travail intellectuel qui vient autour de ça. Il y en a possiblement, mais ce n'est pas la majorité. Moi, le discours que j'entends, c'est que les étudiants il y a plusieurs étudiants qui, en fait, les plus matures, ont une certaine peur de ces outils-là parce qu'ils veulent devenir des experts puis ils savent que devenir un expert, bien, ça va demander du temps et de l'effort. Bien, c'est ça. Ils veulent être informés à savoir qu'est-ce que sont les bons outils pour leur apprentissage, puis qu'est-ce qui sont des outils qui ont un potentiel de danger, puis avec lesquels ils devraient être supervisés. Est-ce que l'arrivée massive quand même avec l'intelligence artificielle, quand même, il faut quand même le dire, ça accélère aussi ce processus de se dire, bon, le numérique, on ne peut plus vraiment y échapper, il va quand même falloir qu'on en fasse un enseignement. Et l'intelligence artificielle, grand public, a accéléré ce mouvement. Avec l'intelligence artificielle qui se développe et les outils de plus en plus prégnants qui arrivent dans le domaine de la santé, est-ce que ça éveille des craintes quand même chez toi? Un certain nombre. Je pense qu'encore là, il y a des utilisations qui vont nous faciliter beaucoup la tâche. Je pense... on fait déjà du travail de recherche souvent dans notre pratique, là, où on s'interroge, on a besoin de faire des rappels de connaissances médicales ou une certaine recherche là, pour avoir des réponses à des questionnements qu'on peut avoir dans notre pratique. Donc, on va aller sur des plateformes, là, que ce soit UpToDate, Dynamed ou autre, là, pour aller chercher des informations médicales. Maintenant, avec l'arrivée d'agents conversationnels, puis il y a moyen de faire des recherches très, très rapides, puis d'aller chercher l'information dont tu as besoin assez rapidement. Donc ça, je pense que c'est des utilisations qui peuvent nous aider. Même chose pour les scripts d'intelligence artificielle là, qui nous permettent, là, qui peuvent nous permettre de sauver un peu de temps là, puis d'enlever, là, de rendre notre pratique un peu plus légère, là, parce que il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de détresse psychologique là, chez les professionnels de la santé. Puis, beaucoup de cette détresse-là vient aussi là, de la charge administrative là, qu'ils ont, puis du manque de temps qu'ils ont. Puis, de pouvoir faire des recherches rapidement de ce type d'informations-là, bien, ça permet de décharger un peu le cerveau. Là. Moi, quand j'étais étudiant en médecine, là, je rentrais à l'université, puis je rentrais dans les milieux cliniques, puis je traînais avec moi là, une sacoche où plein de livres sur moi, plein de documentation auxquelles je pouvais référer là, en cas de difficulté. Donc, j'avais besoin de traîner un certain savoir avec moi. Mais maintenant, de pouvoir avoir des réponses à des questionnements cliniques rapidement, en quelques secondes, avec un outil qu'on traîne dans notre poche, qui est notre téléphone, qui est un prolongement de notre main, bien, ça permet de diminuer un petit peu là, cette espèce de surcharge cognitive-là que nos apprenants vivent énormément aussi. Puis, c'est comme si tu traînais toutes les connaissances médicales avec toi puis tu pouvais y avoir recours. Ça que je pense que c'est des utilisations qui vont quand même être assez sécuritaires puis vont nous aider beaucoup là, dans notre pratique. Pour ce qui est, par exemple, des outils qui nous aident à faire du diagnostic ou à faire de la prise en charge, bien, ça, je pense que c'est à utiliser avec prudence. Je pense que quand c'est passé à travers le filtre de l'expert, ça a le potentiel de nous décupler. Par contre, entre les mains de jeunes apprenants, il y a un potentiel de nuire à leur développement. Donc, quand c'est utilisé, quand c'est surutilisé ou utilisé quand il y a une surconfiance envers ces outils-là qui se développent chez l'apprenant, bien, il y a un risque de ne pas développer ses habiletés ou de perdre les habiletés déjà développées, ce que les anglophones appellent du de-skilling. Hein? Puis, plus c'est introduit trop tôt, en fait, puis plus l'apprenant est immature, bien, plus il y a des risques, là, en fait, qu'il ne développe pas ses habiletés cliniques, puis son raisonnement, puis sa pensée critique. Donc, ça, je pense que ça vient raffermir, en fait, le besoin là, d'être supervisé. Là,
Fait que je vois quand même certains risques. Pour le praticien, ben, bon, c'est sûr que c'est des outils qui vont nous permettre de retracer toutes nos prises de décision, tous nos diagnostics. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des enjeux sur le plan médico-légaux? Est-ce qu'il va éventuellement se développer une espèce de jurisprudence pour dire ben, pourquoi vous n'avez pas suivi les indications de votre outil numérique? Moi, j'ai certaines petites préoccupations, toujours les préoccupations aussi environnementales là, d'une surutilisation de ces outils-là. Toujours l'enjeu de la sécurité des données aussi, là, qui est quelque chose auquel les organisations sont quand même bien sensibilisées. Là. Fait que oui, il y a un paquet d'enjeux en lien avec l'utilisation de ces outils-là. Puis particulièrement, chez le jeune apprenant là, en sciences de la santé. Là, donc, il y a des bonnes utilisations, puis il y en a d'autres qui nécessitent plus de supervision. Puis, c'est important que les étudiants soient informés de ça. Puis, je pense que c'est le but un peu de notre cours. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Bien, complètement d'accord avec toi. Tu as évoqué le risque de deskilling. Puis, les étudiants sont sensibles à cet enjeu-là. Puis, on le sent là, quand on leur parle. Puis, on le voit aussi dans les études qui sortent là, sur les perceptions des étudiants par rapport à l'IA. On sent qu'ils sont sensibilisés à cette question-là et qu'ils ne veulent pas perdre cette faculté d'apprendre qu'ils ont. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Puis, nous, c'est un peu le pari qu'on est en train de faire à la faculté, c'est-à-dire on va former les gens le plus tôt possible dans le cursus pour les outiller justement à faire face à ce bombardement d'outils-là qui a déjà commencé, là, qui est déjà commencé. Puis tu as évoqué aussi, François, je trouve ça super intéressant, la prise de décision, les médecins qui doivent, par exemple, confirmer des décisions et ci et ça, qui doivent justifier davantage les décisions, ça engendre des clics dans l'interface. Concrètement, c'est ce qui se manifeste. C'est intéressant parce que c'est une espèce de schisme entre deux paradigmes. Dans le domaine de l'informatique, si on veut concevoir un système, il faut modéliser vraiment ce qui est fait, ce qui va être fait avec ça. Ça fait en sorte que, du point de vue informatique, ça fait beaucoup de sens. On se dit, bien, avant d'avoir accès, par exemple, à l'outil pour prescrire, il faut que le médecin ait bien renseigné sa démarche. Sinon, on ne rend pas disponible l'interface pour prescrire, par exemple. C'est un exemple que je donne. D'un point de vue informatique, ça fait du sens. Mais du point de vue du médecin, peut-être qu'il voudrait quand même avoir accès à cette fonctionnalité-là pour 1000 raisons qui dépendent du contexte, même s'il n'a pas rempli tous ces clics-là. Fait que c'est une espèce de division entre deux façons de voir les choses qui entrent en collision. Puis je pense que c'est important justement que des gens en sciences de la santé, des médecins, prennent part à ces discussions-là pour définir c'est quoi vraiment le besoin auquel on veut répondre. Parce qu'en ce moment, les outils d'intelligence artificielle qui sont proposés, sauf quelques exceptions qui sont développées par exemple par des médecins, bien, ces outils-là n'ont pas toujours été demandés sur le terrain. Et donc, à quel besoin ça répond? Bien, ça répond aux besoins de reddition de compte. On va avoir des tableaux de bord pour savoir vraiment quelle est la productivité de ci, de ça, de tel service. Donc, le besoin, est-ce que c'est le besoin des patients? Est-ce que c'est le besoin des médecins? Ou est-ce que c'est le besoin des gestionnaires, de l'administration? À quel besoin on répond? Puis cette question-là, elle est encore ouverte, je pense. Une chose aussi qui me fait peur un petit peu, c'est il faut quand même que le médecin conserve son autonomie. Puis, faut améliorer notre productivité. Là. Si on a affaire pour une tâche banale, il faut faire 12 clics. Là. Nous, ça va nuire à notre productivité. Puis, c'est un peu une préoccupation qu'on a actuellement là, en paramétrant là, EPIC. Là. Donc, actuellement, il est en phase de paramétrage là, dans des 2 régions là, du Québec. Puis, pour avoir rencontré des gens qui sont en train de travailler avec l'outil, il y a effectivement là, du travail de paramétrage à faire. Là. Donc, il faut s'assurer que ce qu'on met en fonction va être utile et va faciliter la vie là, des gens qui sont en pratique aussi. Là. Fait que ça, c'est comme un petit peu une préoccupation là, par rapport au déploiement de certains outils. Pour poursuivre, en fait, sur l'élan d'Alexandre, là, je pense que bientôt, nos organismes d'agrément vont exiger là, une compétence du numérique là, de la part de nos étudiants, qu'éventuellement, ça risque de devenir
certaine spécialisation de la médecine. Là. Je pense qu'on va avoir des médecins là, qui vont être formés là, aux usages du numérique, puis des espèces comme un peu d'ingénieurs médicaux, de logiciels là, qui vont aider beaucoup là, à développer ces outils-là, puis les rendre vraiment faciles d'utilisation, ou en tout cas très utiles là, pour le praticien. Là. Donc, je pense que d'avoir les deux visions ensemble, ça va être gagnant. Donc, éventuellement, peut-être que ça deviendra un domaine de spécialisation de la médecine, mais certainement que on n'est pas nécessairement en avance. Là, je pense que c'est notre préoccupation d'avoir une formation sur le numérique pour nos étudiants et notre corps enseignant aussi. Là, je pense que ça presse parce qu'éventuellement, ça va nous être exigé. Fait que allons de l'avant avec notre cours, je pense. Ça nous amène, c'est excellent, d'excellentes remarques, et ça nous amène donc à la façon dont on a essayé de réfléchir à ce cours, donc qui est interdisciplinaire par nature, hein, de par nos expertises différentes, et puis parce que le numérique, dans vos deux témoignages, on le voit bien, et puis c'est l'objet de ce balado, hein, c'est de montrer que le numérique rassemble beaucoup de disciplines. Mais aujourd'hui, le savoir du numérique est tellement hyper spécialisé qu'il est difficile de comprendre tout son fonctionnement. Et puis, c'est quelque chose de très, très général. Hein, tous les objets techniques qui nous entourent. Là, actuellement, on est enregistré avec des micros, il y a une console qui enregistre, etc. Est-ce qu'on comprend exactement comment ça fonctionne? Bon, mais c'est pas possible. Ça demande des expertises particulières. Donc, l'intelligence artificielle ne fait pas exception à ça. Et même avec une solide formation en mathématiques, ce qui est mon cas, je dois quand même m'accrocher. Si je lis un papier d'intelligence artificielle, il faut quand même que généralement je fasse beaucoup de rappels pour comprendre où est-ce que ce papier veut venir. Alors, donc, dans ce contexte, hein, on voit bien qu'il y a quand même un besoin d'esprit critique, de dominer quand même un petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle. Mais la question qu'on a mise sur la table, dès le départ avec Alexandre et puis dans notre cellule intelligence artificielle, c'est où est-ce qu'on met le curseur, jusqu'où on va dans le côté technique pour avoir un regard critique sur l'intelligence artificielle. Je poursuivrai avec ce dont tu as commencé à parler, Alban. Tu as dit on fait un balado, on a des micros en ce moment. Même ça, c'est l'aspect matériel, c'est ce qu'on voit. Mais ce qui est derrière, je vous partage un questionnement que j'ai. Je me dis, ce balado-là, est-ce qu'on aurait pu le faire avec Notebook LM? Ça fait des super balados, l'outil d'IA de Google. On préenregistre nos voix, etc. On écrit notre texte. Puis d'ailleurs, je pose les questions aux auditeurs, auditrices. Est-ce que ça a été fait par IA ou on a enregistré en studio? Je laisse la question ouverte. Moi, je vois bien François devant moi. Je peux assurer qu'il est devant moi. C'est pas une intelligence artificielle. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a une question qui est intéressante là, au niveau du numérique. C'est celle de, jusqu'où on va, te dire où placer le curseur. Nous, on fait le pari, en tout cas, qu'il y a moyen de donner des repères aux gens pour aller un petit peu plus loin, sachant que ce un petit peu plus loin ne sera pas le même pour toutes les personnes. Mais quand même, c'est de ne pas s'arrêter à ce qu'on voit. De chercher à comprendre comment ça fonctionne, les grands modèles de langage, juste d'avoir des points de repère au moins pour moduler les attentes qu'on peut avoir envers ces outils-là, puis peut-être choisir les temps où on les utilise, les temps où on les utilise pas. Fait que dans le contexte du cours, là, on a voulu parler de culture numérique. C'est des outils du matériel, mais c'est des pratiques aussi, c'est le contexte, c'est les questionnements que les gens ont, qui vont varier selon les époques, les utilisations. Dans le milieu de la santé, on parle de collaboration interprofessionnelle. Le numérique, quel effet ça a sur la collaboration interprofessionnelle? Vous avez un collègue qui, lui, utilise un scribe IA, ne révise pas ses notes cliniques, puis ça donne des espèces de notes fleuves avec beaucoup d'erreurs. Vous êtes fâché contre ce collègue-là. Pour nous, ça rentre dans culture numérique. Donc, c'est pas que l'outil, l'utilisation qu'on en fait, c'est vraiment la dynamique que ça peut avoir sur le système de santé au complet, sur le bien-être des médecins, le temps de documentation que ça prend. Bien oui, c'est vrai que d'avoir un scribe IA qui pourrait décharger, ça pourrait être intéressant si on n'avait pas à passer 15-20 minutes après, si le médecin n'avait pas à passer du temps après à toutes ses rencontres pour mettre au propre ses notes. Donc, bref, c'est le pari qu'on a fait là, dans le contexte de ce cours-là. Mais je m'arrêterai peut-être ici là, pour savoir ce que François en pense là, par rapport au curseur. Bien, moi, je pense qu'il y a quand même des bons usages. OK? Il y a des choses qu'on fait bien avec nos apprenants en sciences de la santé, là, puis il y a des choses qu'on fait moins bien. Une chose qu'on a tendance à faire, c'est les surcharger cognitivement. On leur donne énormément de connaissances à apprendre, puis à un moment donné, ils sont plus capables d'en prendre. Là. Fait que, tant qu'à moi, tous les outils
Tu as mentionné Notebook LM, par exemple, qui vont leur permettre de synthétiser l'information qu'on leur donne, de le mâcher différemment, de le présenter en flashcard, en résumé écrit, en podcast. On est tous là... on est tous différents là, dans nos facilités à apprendre. Puis ça, pour moi, c'est des bons usages qu'on peut en faire. Puis je pense qu'on peut sécuriser nos apprenants par rapport à l'utilisation de ces outils-là qui vont les aider à intégrer la matière qu'on leur donne, les PowerPoint que les professeurs vont leur donner ou les notes de cours qu'ils vont avoir à leur effet. Donc ça, c'est des moyens des bons usages. Comme autres bons usages aussi que l'intelligence artificielle permet de faire aussi, c'est la simulation. Donc, tout ce qui est simulé là, via l'intelligence artificielle, des cas cliniques, par exemple, en programmant, là, en faisant là, des agents conversationnels qui vont se comporter comme des patients, par exemple, bien ça peut être une bonne façon là, de pratiquer puis de mobiliser nos connaissances. Puis c'est quand même quelque chose qui est à notre portée puis qui n'est pas compliqué à faire, qui de plus en plus est en train de se développer. Donc ça, pour moi, c'est des bons outils. Okay, qui vont t'aider justement à mobiliser, organiser tes connaissances, développer ton raisonnement. Donc, ça peut très, très bien t'accompagner. Fait que faut que l'étudiant sache aussi, soit sécurisé par rapport aux bonnes utilisations, puis à ce qui est comme plus à risque un peu. Puis c'est la même chose du côté professoral aussi, là, pour donner le feu vert par rapport à l'usage de certains outils, puis à mettre en place là, peut-être là, des mécanismes de supervision là, quand on a à utiliser des outils plus risqués, là, ou dans le cas des évaluations aussi, là, d'être clair là, dans nos consignes. Donc ça, pour moi, c'est important qu'on établisse ces curseurs-là, puis qu'on ait ces moyens de réguler un peu puis d'aiguiller un peu mieux là, nos apprenants. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, là, Alexandre. Complètement. Mais ces bons usages, je reviens un peu sur la question de départ. Donc les bons usages, les bonnes utilisations, là, ils sont étudiants, on peut les encadrer, on peut les mener. Mais il y a un moment, ils vont être professionnels autonomes. Donc, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Par exemple, tu parlais de Google Notebook LM. Mais jusqu'à quel point ils doivent comprendre comment ça fonctionne, Google Notebook LM? Parce que ce n'est pas magique, il y a quand même un fonctionnement derrière. Et il y a de la perte d'informations. Si vous demandez de générer un podcast, tu disais tout à l'heure, par Google Notebook LM, ou un résumé, il y a une perte d'informations. Est-ce que cette information est pertinente? Est-ce qu'elle n'était pas pertinente? Est-ce qu'il faut quand même avoir... Tu parlais de surconfiance tout à l'heure. Est-ce que je dois avoir complètement confiance dans ce résumé ou quand même est-ce que je dois le revoir? Donc, si je dois aller revoir dans le texte de départ ou mon document de départ, est-ce que je ne suis pas en train de perdre du temps finalement? Puisque je fais le travail que j'aurais peut-être pu faire depuis le départ. Vous voyez, ce genre de réflexion. Qu'est-ce que tu en penses, François? Bien, ça dépend. Là. Je veux dire, si c'est clair qu'il y a une perte d'information, là, mais au moins, l'information qui t'est donnée, ça vient du texte avec lequel tu l'as fourni. Là, donc, c'est pas comme de l'information qui est allée cueillir sur Internet, là, que le LLM est allé chercher sur Internet, mais de l'information que tu dois apprendre. Mais c'est clair que si l'objectif, c'est d'apprendre tous les détails dans un texte, puis d'être capable de le recracher dans un examen où tu es susceptible de te faire questionner sur les moindres détails, je pense qu'il va falloir que tu ailles lire ton texte de toute façon, là, parce qu'effectivement... Mais ça, il faut le savoir. Il faut connaître ces outils-là puis comment ils fonctionnent, mais jusqu'à une certaine limite. Là, C'est-à-dire qu'on ne veut pas former des ingénieurs d'intelligence artificielle, ce qui serait complètement ridicule. Mais pour autant, quand même, avoir une idée quand même du fonctionnement des modèles de langage, bon, tel qu'ils fonctionnent actuellement, c'est quand même utile, sachant qu'il y a quand même une grande part d'opacité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre, mais moi qui ai suivi Google Notebook LM, son évolution, il y a eu plusieurs modèles de langage qui sont passés dedans, de Gemini 1 jusqu'à là, on a Gemini 3.5, je crois. On a vu quand même une évolution, les performances sont quand même assez impressionnantes. Et il y a aussi un autre phénomène, c'est Google Notebook LM était gratuit au départ. Et aujourd'hui, il devient un accès payant parce que on a créé l'accoutumance, on a créé l'habitude, et puis finalement, les gens l'ont beaucoup utilisé, et puis ça a fait des données gratuites pour Google Mind, et puis voir comment ils pouvaient améliorer leur outil.
Ben, en fait, je veux revenir d'abord sur la question du fonctionnement puis de l'opacité. Avec un exemple, là, une métaphore que je proposerais. Quand on regarde un produit qu'on achète à l'épicerie, on va voir une liste d'ingrédients à la fin. Prenez un aliment comme le ketchup, par exemple. Là, la liste n'est pas longue. Là. C'est tomates, épices, sel, sucre, je pense. Mais essayez vous-même de refaire cette recette-là de ketchup à la maison. Il vous manque de l'information, il vous manque un niveau de détail qui va faire en sorte que vous ne serez jamais capable de reproduire exactement la même chose. C'est un peu la même chose avec les outils d'IA, c'est-à-dire qu'on est capable d'expliquer sommairement comment ça fonctionne. L'IA, on le sait qu'elle est probabiliste, on est capable de retourner voir l'article de 2020 dans lequel l'équipe d'OpenAI explique là, comment fonctionne leur grand modèle de langage. Donc, ça, on est capable de donner une explication comme ça qui nous permet de dégager certaines généralités à l'effet, bon, que ça peut commettre des hallucinations, etc. Puis on comprend à peu près pourquoi. Mais il y a quand même le fin détail de la recette là, qui va expliquer pourquoi certains modèles sont différents et on n'a pas accès à cette information-là. Donc, ça fait en sorte que c'est très difficile des fois d'approfondir. On est obligé de rester un petit peu en surface sur des explications sommaires. Donc, il ne faut pas oublier là, que c'est développé quand même par des entreprises privées qui ont un intérêt, puis tu le nommes avec Notebook LM, qui ont un intérêt quand même à rentabiliser le produit. Puis ça, c'est pas nécessairement une critique. Là. Je pense que c'est tout à fait normal. Là. Mais il faut quand même en être conscient. Puis ça peut guider aussi les choix qu'on fait. Là. La première question qu'on pourrait se poser, c'est si on est capable de faire une tâche sans IA, pour quelles raisons est-ce qu'on voudrait la faire avec IA? Il y a peut-être effectivement, François, comme tu le suggères, des raisons qui sont meilleures que d'autres, des raisons qui sont moins louables. Puis aussi, il faut être les enjeux éthiques. Peut-être qu'on ne veut pas entrer dans ça dans le cadre de ce balado-là. Les gens en ont certainement déjà entendu parler, mais si les modèles sont si performants, bien, c'est pas qu'une question de données massives. Là. C'est aussi parce qu'il y a des gens derrière, des fois, dans des pays en voie de développement, qui ont contribué à annoter des données massives, etc. C'est aussi pour cette raison-là que les modèles sont si prudents, par exemple, pour fournir des conseils médicaux, vont toujours vous dire allez voir un professionnel de la santé, parce qu'il y a quand même une capacité à détecter des sujets plus sensibles que d'autres, qui n'est pas parfaite, mais qui est tributaire quand même d'un entraînement par des humains. Là. Donc, voilà, je pense que je m'égare un petit peu, mais il y a quand même cette idée-là, je pense, là, dans notre cours de culture numérique. Oui, ça va permettre de prôner une certaine sobriété numérique aussi. Puis, c'est pas vrai que l'utilisation de ces outils-là fait toujours gagner du temps aussi. Il faut rester critique aussi. Là. Moi, quand j'utilise un outil d'aide au diagnostic, là, je sauve aucun temps, là, même je perds du temps. Mais en fait, c'est pas du temps vraiment perdu. Là. Moi, ma balise, en fait, pour utiliser un outil d'intelligence artificielle, c'est quand je suis embêté. Mais moi, comme expert, OK? Puis quand je vais rédiger ma requête, bien, c'est filtré à travers l'œil d'un expert aussi. Fait que je réussis à obtenir comme ça le meilleur, en fait, là, de ce que peut me fournir cet outil-là. Mais je ne sauve pas de temps. Je sauve vraiment pas de temps. Je l'utilise parce que je suis embêté. Si j'utilisais toujours ces outils-là, ça me retarderait énormément parce que c'est long de remplir des requêtes puis de challenger ton système pour avoir le meilleur résultat possible, même quand tu es un expert. Et puis l'expertise, on en a parlé dans les formations qu'on a données, la formation raisonnement humain versus raisonnement intelligence artificielle. On a montré que l'expertise, c'est comme disait souvent Alexandre, pour apprendre, il faut se commettre. Donc l'expertise, on va l'atteindre en se commettant beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On le voit, on a passé cette vidéo du champion du monde d'échecs, Magnus Carlsen, qui reconnaît immédiatement toutes les positions. Il s'est beaucoup commis dans sa vie. Il en a appris des tonnes et des tonnes et des tonnes de parties qu'il connaît par cœur. Puis ce travail-là, c'est pas l'intelligence artificielle qui va le faire à notre place. Effectivement. François t'a dit que tu l'utilisais quand tu étais embêté. J'irais plus loin, je dirais que si tu es capable d'écrire un prompt qui va te servir ou qui va te permettre d'avoir un résultat utile, c'est parce que tu es capable de faire la tâche que tu confies à l'intelligence artificielle. Tout à fait. Ça tient dans tous les domaines. Là. Exact, oui. C'est une forme explicite. Déjà, ne fait-ce qu'écrire un prompt précis sur ce qu'on veut obtenir, c'est déjà quand même un premier travail. Ouais. Puis quand tu travailles vraiment comme à la base, là, tu veux demander à un outil d'intelligence artificielle de te montrer une présentation sur un sujet, souvent les résultats sont excessivement décevants, puis il faut que tu repasses. Là. Il va te bâtir une forme, mais il va te faire des suggestions, mais quand tu creuses un peu, tu vas voir que c'est quand même assez général, puis que ça manque de spécificité, puis que ça manque d'expertise, ça manque d'humain. Là, alors, il faut... le travail, on n'y échappe pas. Là. Il faut... Puis il y a toute la question autour de la vérification des données aussi. Là.
les outils qui vont nous être fournis là, pour nous améliorer, là, pour nous aider dans notre pratique, ben souvent, c'est fait dans un esprit, c'est les organisations qui vont mettre ça à notre disposition pour augmenter notre productivité. Alors, plus on va avoir de la pression pour fournir du résultat, puis moins on va vérifier les données, là. Puis, tu sais, comme humain, là, si on développe un lien de confiance avec ces outils-là, bien, on va avoir tendance à de moins en moins les vérifier parce qu'on est humain. Puis ça, c'est vraiment c'est un biais de surconfiance, ça survient contre notre volonté. Moi, je ne crois pas, là, les gens qui vont vérifier là, tous les articles scientifiques là, de ce que l'intelligence... Il y a peut-être des gens comme très analytiques là, qui vont le faire, là, mais quand tu es en pratique puis que tu as de la pression, puis des salles d'attente à combler, tu es pressé parce que, bon, il faut que tu ailles chercher ton enfant à la garderie à la fin de la journée, bien, ça se peut que tu fasses très, 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 très confiance à ton outil, là, puis que tu risques de te mettre dans le trouble. Oui. Mais c'est vrai qu'en vous entendant, c'est plusieurs fois que vous répétez le mot, c'est le mot augmenter, professionnel augmenté, recherche augmentée. L'augmentation est quelque chose qui est assez présent dans le narratif de l'intelligence artificielle parce qu'il y a aussi des promesses, parce qu'il faut aussi promettre des choses exceptionnelles, parce qu'il y a aussi des enjeux économiques. Si on regarde les investissements qui sont faits en intelligence artificielle, c'est absolument faramineux, mais parce qu'on a un horizon de promesses. C'est un chercheur de Montréal qui avait écrit un article là-dessus, là, l'horizon de promesses. Puis on ne sait pas si on va l'atteindre, mais en tout cas, on investit pour l'atteindre. Ça nous amène ce parallèle avec l'industrie nous amène aux questions de vitesse et de l'évolution rapide des techniques et versus créer un curriculum stable, quand même itérable dans le temps. Donc, on est aussi là face à on a aussi un autre curseur à placer. On a opté donc pour créer ce cours, hein, et puis, mais quand même, les outils vont aller plus vite que nous. Donc, si on se concentrait uniquement sur les outils, probablement que l'année prochaine, il faudrait refaire une partie du cours. Alors, comment Alexandre, peut-être expliquer quel choix on a fait pour sortir un peu de ce dilemme? On a fait le choix de nommer le cours Culture numérique en sciences de la santé, plutôt que, par exemple, Intelligence artificielle en santé ou Numérique en santé. Puis, les raisons qui sont derrière, on les a évoquées un petit peu là en parlant. C'est-à-dire que le numérique, c'est pas qu'une question d'outils, comme tu viens de l'évoquer. Ça va changer, il va y en avoir d'autres. Mais c'est une question de pratique aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pratiques-là? Dans quel contexte ça s'inscrit? Puis, nos pratiques personnelles. On a commencé à en évoquer un petit peu notre rapport au numérique, comment c'est arrivé dans nos vies, tout ça. Mais quand on arrive en milieu de travail, quand les médecins, les infirmières, les physiothérapeutes arrivent, par exemple, en milieu hospitalier, c'est pas vrai qu'ils font une coupure là, entre leur vision personnelle du numérique puis leur vision professionnelle. Ça va teinter l'interprétation qu'ils font des différentes pratiques numériques, de l'utilisation des outils, leur attitude pour l'adoption. Est-ce qu'ils sont plutôt réfractaires ou est-ce qu'ils adoptent rapidement? Bien, tout ça, ça s'inscrit dans une culture numérique. Donc, c'est un peu le choix qu'on a fait. Puis c'est aussi une façon pour nous d'aborder aussi d'autres enjeux qu'on n'aborde pas souvent puis qui peuvent servir à comprendre le numérique aujourd'hui. Par exemple, la question des infrastructures numériques, les câbles sous-marins pour la connexion haute vitesse, bien, c'est des choses qui existent encore aujourd'hui. Puis ça implique qu'on va creuser des trous à des places pour aller brancher des fils. On va avoir des pannes de temps en temps. Puis ça arrive toujours une fois ou 2 ans, par exemple, une grande panne d'Internet. Puis tout le monde panique. Mais ça, une matérialité, ça existe encore. On construit des grands centres de données en ce moment, puis il y a des ententes qui vont se signer pour exproprier des gens. Donc, c'est toutes sortes de questions qui sont importantes aujourd'hui, qu'on veut aborder dans le cadre du cours, mais on ne tombera pas dans le piège non plus d'en faire un cours qui est trop abstrait, qui n'a pas d'écho dans la pratique. Donc, il va y avoir l'utilisation des outils. On va couvrir, par exemple, les dossiers santé numérique là, qui sont en implantation, les différentes ressources qui sont offertes dans les milieux, je devrais dire. Puis l'intelligence artificielle, évidemment, va trouver sa place, mais un peu avec la même logique. On n'ira pas que sur comment bien rédiger des prompts ou des commandes. On va couvrir un peu cet aspect-là, mais on va aussi aller dans comment ça fonctionne un grand modèle de langage. Puis on a quand même, l'effort, je dis on, là, je parle de toi et moi, Alban, puis de tous les collègues là, qui nous aident à concevoir ce cours-là. On a quand même la préoccupation pour que ce soit un cours accessible. C'est-à-dire qu'on ne veut pas noyer les gens dans des modèles mathématiques. On va peut-être donner des exemples, mais on va toujours assumer que les gens veulent comprendre puis n'ont pas nécessairement une session au complet à investir sur ça. Donc, on va vulgariser quand même l'information puis on travaille en ce sens-là déjà.
moi, je ne peux que vous féliciter pour le travail que vous faites, la structure que vous êtes en train de donner à ce cours-là. C'est un cours qui va s'adresser pas seulement à la médecine, mais à tous les étudiants là, en sciences de la santé. Donc, cours modulaire, cours d'accès facile. Il va s'agir de le positionner là, dans nos programmes que tu mentionnais, là, qui étaient un peu surchargés. Là. Donc, ça va être stratégiquement là, de trouver le bon endroit, mais c'est clair que tout le monde le réclame. On a besoin d'augmenter tous là, notre littératie numérique. Les étudiants le réclament, le corps professoral le réclame aussi. Donc, et les professionnels de la santé le réclament aussi sur le terrain. Dans les prochains épisodes du balado, c'est ce qu'on évoque. Il y a une forte demande aussi des professionnels. Parce qu'il y a des concepts généraux qui ne sont pas abordés. Et les professionnels disent, mais si nos stagiaires, nos arrivants avaient comme une littératie minimale de comment fonctionne l'ordinateur, des dossiers, etc., on perdrait beaucoup moins de temps parce que ça peut être noyant, en fait. Quand on aborde tout de suite un outil, comment l'utiliser, etc., il y a plein d'implicites, en fait. Et ces implicites-là, généralement, les gens ne les ont pas forcément. Et je pense qu'il y a un besoin à ce niveau-là aussi. En tout cas, l'idée, c'est de rendre, comme a dit, c'est pas d'aller trop loin dans la technique, mais c'est ça, c'est quand même de rendre visible l'invisible. C'est un peu notre mantra. Bien, bravo. On essaie. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? La semaine prochaine? Prochain balado? Prochain balado, donc on reçoit 3 professionnels de la santé avec des profils assez différents. Et donc là, on va soumettre le cours à l'épreuve du terrain, l'impitoyable épreuve du terrain, vraiment, comme disait Alexandre. On ne veut pas un cours qui soit perché, déconnecté du terrain quand même. On veut quand même que ça ait des répercussions. Puis je pense que c'est bien qu'on entende toutes les expertises, les expertises terrain. C'est vraiment des moments précieux pour nous. J'ai déjà hâte. Merci. Merci François, merci Alexandre. J'espère que vous avez aimé ce balado. Si c'est le cas, je vous engage à le partager dans vos réseaux. Et je vous dis à la prochaine fois pour le prochain épisode.